Chapitre 5, où l'on voit le bossu et l'homme à la salopette travailler une fois de plus pour Belphégor. Vers minuit, l'homme à la salopette descendait de moto devant la masure où nous avons vu s'enfermer l'homme de confiance du baron Papillon. Il s'en fut tout droit tirer le nœud d'une corde qui pendait à travers une étroite ouverture pratiquée au milieu de la porte. Le tintement d'une sonnette fêlée retentit à l'intérieur de la bicoque. Puis, ce fut presque aussitôt un bruit de ferraille retentissant, et lui s'entrebâilla, laissant apparaître ainsi la tête de Lückner, qui, d'un simple signe, invita son complice à entrer. L'homme à la salopette, tout en tenant à la main sa moto, franchit le seuil, appuya sa machine contre la muraille, et tandis que le bossu replaçait la chaîne et poussait les verrous, il regarda autour de lui. Il se trouvait dans une sorte d'atelier de mécanicien, uniquement éclairé par une puissante lampe électrique dont un abat-jour concentrait la lumière sur un établi qui supportait un compteur à gaz. Et tout un attirail complet de pinces, de tenailles, d'écrous et de clés anglaises. Tout de suite, l'homme à la salopette reprenait. Il vient de se passer de graves événements. Et quoi donc ? Jacques Bellegarde est vivant. C'est impossible. J'en suis sûr. Allons donc, je l'ai vu couler à pic dans l'Oise, et vous avez constaté aussi bien que moi qu'au bout de 5 minutes, il n'avait pas reparu à la surface. J'ignore comment il a pu se tirer d'affaire, mais aussi vrai que j'existe, et je n'ai pas la berlue, je l'ai vu, il y a 2 heures, pénétrer dans l'hôtel de Simone Desroches. Je n'ai fait ni une ni deux, j'ai vite couru chez un marchand de vin du voisinage, et j'ai téléphoné à la police, près de laquelle je me suis fait passer pour un agent de service dans le quartier, que le gibier qu'elle recherchait se trouvait chez son ancien ami. Une demi-heure après, l'inspecteur Ménardi arrivait en auto avec 4 bourres, mais il était trop tard. Bellegarde les avait déjà mis. Le bossu mâchonna un juron de colère, puis fit rageusement. « Il faut absolument retrouver sa trace !»« C'est fait !» répliquait l'homme à la salopette d'un air triomphant. Après avoir téléphoné à la police, je me suis empressée de regagner les abords de l'hôtel et je me suis mise en observation. J'avais peur que Bellegarde ne quittât la maison avant l'arrivée de la rousse. Mais ces messieurs de la préfecture ont vite fait. Moins de 20 minutes après mon coup de téléphone, ils rappliquaient en auto. J'ai attendu un bon moment. Pour moi, il n'y avait pas d'erreur. Ménardier et ses hommes avaient trouvé l'oiseau dans le nid. Sans doute était-il en train de le cuisiner, et comme j'avais hâte de vous rejoindre, je m'en fus chercher ma moto, que j'avais cachée sous un tas de broussailles dans le chemin des Lilas. Mais au moment où je débouchais dans cette ruelle, qu'est-ce que je vois ? Bellegarde qui sautait dans une auto arrêtée juste devant la petite porte du jardin. Et je reconnais notre ami Shandcock qui, de la main, faisait signe au chauffeur de filer. La voiture a démarré aussitôt et Shandcock est rentré dans le jardin. Je suis resté là un moment, caché dans l'ombre, puis j'ai enfourché ma machine et au lieu de chercher à rejoindre l'auto, j'ai filé droit, avenue des Ternes. Après avoir rangé ma moto le long du trottoir, j'ai guetté l'arrivée du véhicule que j'avais dû certainement devancer, car j'avais marché à un train d'enfer. Je ne m'étais pas trompé dans mes prévisions. 5 minutes après, une auto franchissait la porte qui donne accès à l'allée de Verzy. La fille de Shandcock était au volant. Près d'elle se trouvait Gautret, le gardien du Louvre que Shandcock a pris à son service, et j'ai eu le temps de repérer Bellegarde qui, dans l'intérieur de la voiture, semblait ne pas en mener bien large. Alors, je suis venu vous prévenir tout de suite. « Parfait !» approuva le bossu. « Dois-je avertir de nouveau la police que Bellegarde se trouve chez Shandcock ?»« Non !» répliqua Lückner. Et avec un accent sinistre, il martela. « Nous avons mieux à faire. » Puis d'un air mystérieux et menaçant, il ajouta « Demain soir, ils sauteront tous ensemble. Venez voir la petite surprise que je suis en train de leur ménager. » Et se dirigeant vers l'atelier, il s'empara d'une boîte métallique en forme de cube et qui portait à chaque angle de sa face supérieure 4 petites têtes de vis autour desquelles s'enroulaient des fils métalliques de 15 cm environ de longueur et reliés ensemble à leur sommet. Ceci, expliquait Lückner, est une bombe de mon invention. Elle contient une charge explosive capable de faire sauter une maison de 6 étages. Et avec précaution, il prit la bombe et l'introduisit à l'intérieur du compteur à gaz.
Puis il s'empara d'une petite pendulette en forme de réveil qu'il plaça près de la bombe, et il rejoignit l'extrémité du fil métallique à une autre vis placée sur le cadran du réveil, juste à l'endroit d'une aiguille fixée sur la 10e heure. L'homme à la salopette le regardait manipuler cet engin de destruction et de mort. « Grâce à ce mécanisme d'horloge, déclarait Luckner, la bombe éclatera au moment que j'ai fixé. » Son complice observait. Encore faudrait-il que Shandcock soit chez lui. Tout en poursuivant sa besogne, le secrétaire du baron Papillon affirma « Il y sera !» Et après avoir refermé le compteur, il s'écria « Demain soir, à 10 heures !» Poum !« Monsieur Luckner !» s'écriait l'homme à la salopette, « vous êtes l'as des as !» Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, Shandcock, suivi de Jacques Bellegarde, de nouveau transformé en Cantarelli, sonnait à la porte de l'hôtel des Papillons. Le concierge s'en vint leur ouvrir assez rapidement, mais reconnaissant les deux personnages qui s'étaient déjà présentés la veille, il prit aussitôt une mine renfrognée qui exprimait clairement « Encore vous !» Shandcock, nullement impressionné par ce peu favorable accueil, fit avec une courtoisie parfaite « Monsieur le baron Papillon ?» Le portier répliquait « Monsieur le baron et madame la baronne sont sortis. »« Cependant, » reprenait le détective, et prenant dans son portefeuille un pneu qu'il avait reçu dans la matinée, il le tendit au concierge tout en disant « Veuillez prendre connaissance de ceci. » Le cerbère s'empara du message et lut ce qui suit. « Monsieur le baron Papillon fait savoir à monsieur Shandcock qu'il le recevra aujourd'hui, jeudi, vers 4 heures. » Ces lignes étaient suivies d'une signature absolument illisible. Le portier reprenait d'un air perplexe. « C'est bien en effet l'écriture de monsieur le secrétaire. Sans doute monsieur le baron aura-t-il oublié qu'il vous avait donné rendez-vous, car je vous assure qu'il n'est pas là, pas plus que madame la baronne. Il y a 1 heure qu'ils sont partis en auto. Je ne sais même pas s'ils rentreront dîner. »« C'est incompréhensible, » murmurait le détective. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» grommelait le concierge. Shandcock voulut insister, mais le portier lui coupa la parole en proférant d'un air courroucé. « Puisque je vous dis que monsieur le baron n'est pas là. » Et il referma la porte au nez des visiteurs. « C'est bizarre, » dit le grand détective au reporter. « En effet, » ponctuait le faux Cantarelli. Mais le grand limier reprenait aussitôt. « Nous ne frappons pas. Je vous garantis que dès demain je verrai le baron Papillon, et il faudra bien qu'il me dise d'où vient le grimoire. » À la même heure, une voiture à bras traînée par l'homme à la salopette et poussée par le bossu, camouflé en vieil ouvrier plombier, s'arrêtait devant la villa de Chantecoq. L'homme à la salopette s'arrêta à la porte. Aussitôt, des aboiements de chiens s'élevaient, et Gautret, fidèle et vigilant gardien, s'avançait et demandait aux arrivants à travers la grille de clôture. « Qu'est-ce que vous voulez, vous autres ?» Et Luckner répliquait « Nous venons changer le compteur à gaz. » Et à travers les barreaux, il tendit à Gautret un papier que le brave garçon lut avec la plus grande attention. Pandore et Vidocq, dans l'expectative, fixaient leurs yeux ardents sur Gautret, attendant des ordres. Celui-ci, au bout d'un instant, rendit au bossu le papier qui reproduisait d'une façon rigoureusement exacte la formule ordinairement utilisée en pareil cas. Puis, il ajouta en ouvrant lui-même la porte « C'est bon, vous pouvez entrer. » L'homme à la salopette retourna vers la voiture à bras, chargea le compteur sur son épaule et pénétra dans le jardin, suivi par le bossu, qui portait son sac à outils en bandoulière. Après avoir imposé silence à ses chiens qui commençaient à grogner d'une façon peu rassurante, Gautret se dirigea vers la fenêtre du jardin qui était ouverte et à travers laquelle on apercevait la silhouette opulente de Marie-Jeanne en train de préparer son dîner. « Marie-Jeanne, Marie-Jeanne !» appelait Gautret. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répliqua le cordon bleu sans quitter son fourneau. « Eh, viens un peu !»« Mais mon bof mode !»« Mais viens, te dis-je !» Marie-Jeanne, tout en bougonnant, rejoignit son mari. Celui-ci, tout en lui désignant l'homme à la salopette et le bossu, lui ordonna
Ces hommes viennent pour changer le compteur. Conduis-les donc à la cave. Et mon bœuf? Oh, tu sais bien que je dois pas bouger d'ici. Marie-Jeanne objectait. Il y a une panne d'électricité? Eh bien, prends une lanterne, répliquait Gautret. Mais il pouvait pas venir plus tôt, fit Marie-Jeanne en rentrant dans la maison. Un instant après, Marie-Jeanne réapparaissait sur le seuil, son falot à la main. Venez, fit-elle d'un ton autoritaire. Et puis dépêchons, hein, j'ai pas envie de laisser brûler mon bœuf mode. Un bon morceau de viande que le boucher a tout exprès découpé pour moi. Et tous trois descendirent à la cave. Marie-Jeanne conduisit les deux hommes jusqu'au compteur et, pressée de retourner à son fourneau, elle fit « je vous laisse, hein, moi je vais m'occuper de mon dîner. » En passant par la lanterne au bossu, elle s'empressa de regagner l'escalier. L'homme à la salopette déposa le compteur à terre. Le bossu, tout en s'éclairant avec le falot, examina l'objet qu'il devait remplacer. Puis, rejoignant son compagnon, il dit « Au travail !» L'homme à la salopette remarquait « Avec tout ça, la villa va être privée de gaz. » Ah ça, fit Luckner en haussant les épaules, vous me prenez donc pour un enfant, je vais brancher la canalisation directement sur la conduite. Tant pis pour la compagnie du gaz si elle y perd quelques mètres, elle coûte assez cher à ses abonnés. Et en prenant son sac à outils, une clé anglaise, il commença à déboulonner le compteur. Tandis que les complices de Belphégor se livraient à cette sinistre besogne, Shancock et Cantarelli rentraient dans la villa. Shancock, en traversant le jardin, a lancé à Gautret. « Rien de nouveau ?»« Non, monsieur. C'est-à-dire que si... » « Bah quoi donc ?»« Il y a des employés du gaz qui sont venus changer le compteur, et comme ils avaient leurs papiers en règle, je les ai laissés descendre à la cave avec Marie-Jeanne. »« Tu as bien fait. » Le détective et le journaliste rentrèrent dans la maison et se rendirent directement dans le studio où Colette était en train de feuilleter l'histoire du Louvre. À la vue, elle se leva et s'en fut vers eux. « Rien de nouveau ?» demanda-t-elle avec une expression de vif intérêt. Shancock répondit « Non, le baron Papillon n'était pas chez lui. » Et tout de suite, il se dirigea vers son bureau, au milieu duquel trônait une enveloppe à son adresse mais sans timbre. Il la décacheta aussitôt. C'était une carte du baron Papillon qui le prévenait qu'obligé de s'absenter tout l'après-midi pour une affaire imprévue, il prévenait M. Shancock qu'il passerait chez lui le même soir vers 10h. Shancock, le front soucieux, demanda à sa fille « Il y a longtemps qu'on m'a apporté cette lettre ?»« Une demi-heure environ. » Silencieusement, le détective passa la carte à Bellegarde qui la lut à son tour. « De plus en plus bizarre, n'est-ce pas ?» lançait le grand limier. En effet. Shancock réfléchit un instant, puis il gagna la fenêtre, et l'ouvrant, il appela « Pierre ?» À ce moment, l'homme à la salopette qui portait sur son dos le compteur qu'il venait de remplacer, et le bossu, son sac en bandoulière, traversaient le jardin et se dirigeaient vers la sortie. « Pierre !» répéta Shancock d'une voix vibrante, car le gardien, occupé à ouvrir la porte aux deux faux gaziers, n'avait pas entendu le premier appel du détective. Abandonnant les deux personnages, qui s'empressèrent de gagner la rue et de décarpir avec leur voiture à bras, Gautret accourut vers son patron, qui lui fit signe de le rejoindre dans le studio. Dès qu'il apparut, le détective, l'œil brillant, les narines dilatées, lui renouvela la question qu'il avait déjà posée à sa fille. « Qui a apporté cette lettre ?»« Je sais pas, monsieur. Moi, je l'ai trouvée sous la porte, » répliqua Gautret. « Vous étiez cependant dans le jardin ?»« Oui, monsieur. »« Avec les chiens ?»« Ah ouais, avec les chiens. »« Et comment se fait-il que vous n'ayez rien vu et qu'il n'ait pas aboyé ?»« Ah, pour ce qui est de moi, monsieur, comme je faisais les 100 pas afin de me dégourdir les jambes, il est possible, il est même certain que le type qui a apporté ça aura glissé cette lettre pendant que j'avais le dos tourné. Puis quant aux chiens, ils ont fait leur métier, hein, ils ont hurlé. C'est ce qui m'a fait me retourner, c'est alors que j'ai vu l'enveloppe. Les chiens étaient déjà à la porte, debout contre les grilles. J'ai regardé dehors, il n'y avait personne. Alors j'ai pris la lettre, je l'ai remise à Marie-Jeanne, qui a dû la déposer sur le bureau de monsieur. Bien, fit Shancock en appuyant sur le bouton d'une sonnerie électrique. Colette allait l'interroger, mais d'un geste bref, son père lui imposa le silence. Marie-Jeanne venait d'apparaître. Tout de suite, le détective lui demandait « C'est vous qui avez accompagné à la cave les hommes qui venaient changer le compteur ?»« Oui, monsieur. »« Et vous êtes resté avec eux ?»«
Ah, rien qu'un petit moment, je suis remontée à cause de mon bœuf mode qui était sur le feu. Shancock fronçait les sourcils. La bonne Madame Gautret reprenait. Ah, j'ai cru que je pouvais le faire sans inconvénient, hein. Ah, les employés du gaz, vous savez, c'est des gens très bien. Le détective répliquait d'un air grave. Oui, quand ce sont effectivement des employés du gaz. Marie-Jeanne, pressentant qu'elle avait fait une lourde gaffe, et peut-être pire encore, baissa le nez. Allons voir cela, décidait le détective d'un air résolu. Et il ajouta « Vous, Pierre, reprenez votre faction et vous, Marie-Jeanne, accompagnez-moi, car j'aurai sans doute des questions à vous poser et il faudra que vous soyez là pour me répondre. » « L'électricité, elle est revenue, déclarait la commère, navrée à l'idée d'être de nouveau arrachée à ses fourneaux. « Ça ne fait rien, posait Shancock sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Et mon bœuf ? Il cuira sans vous. Nous mangerons moins. » Et quelques secondes après, Shancock, sa fille, le reporter et la cuisinière pénétraient dans la cave. Le détective tourna un commutateur, une clarté se répandit, très suffisante pour permettre au limier de procéder dans ses investigations. Celui-ci se dirigea tout droit vers le compteur, contre lequel il appuya son oreille. Le très léger tic-tac du réveil parvint à son oreille. Il écouta encore, puis, se tournant vers Jacques, Colette et Marie-Jeanne, il scanda froidement. « Il y a une bombe là-dedans. »« Une bombe ?» répéta Marie-Jeanne effrayée. Elle se laissa tomber sur une caisse à savon qui s'effondra sous son poids. Tandis que le reporter l'aidait à se relever, Shancock, avec ce merveilleux sang-froid qui ne l'abandonnait jamais, même au cours des situations les plus périlleuses, dit à sa fille « Va vite me chercher la boîte B qui se trouve dans mon laboratoire, dans le tiroir de l'armoire numéro 3. » La jeune fille obéit aussitôt. « Oh mon Dieu, se lamentait Marie-Jeanne. « Pourvu que nous ne sautions pas pendant ce temps-là !»« Mais ne dites donc pas de bêtises, proférait Shancock. Cette bombe, j'en suis sûre, a été réglée de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu'à une heure où celui qui l'a fabriquée est bien sûr que je serai chez moi, c'est-à-dire pendant la nuit. »« C'est logique, et l'évidence même, » affirmait Bellegarde. Marie-Jeanne reprenait. « Ah, monsieur Shancock, pardonnez-nous. À mon mari et à moi, je vous assure que Pierre y fait pourtant attention, hein. Moi aussi. On fait tout ce qu'on peut, hein, je vous le jure. Mais qu'est-ce que vous voulez ?» poursuivit la Cordon Bleu. « On peut pas penser à tout, hein, nous. Ces bonhommes-là, ils étaient si naturels. Je suis certaine que vous-même, qui êtes le plus malin de tous les malins, vous les auriez pris comme mon mari et moi pour des ouvriers du gaz, hein. » « Vous dites qu'ils étaient deux ?» interrogeait le détective. « Ah oui, monsieur, un noiron en salopette bleue avec une petite moustache et... »« Tiens, fit Jacques. Marie-Jeanne continuait. « Et un bossu. »« Un bossu ?» répéta le journaliste. « Ah oui, hein, qui portait son sac à outils sur son dos ?» Et Shancock n'écoutait plus la commère. D'un regard, il interrogeait Bellegarde qui lui répondait aussitôt. « Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ces deux hommes qui ont apporté ici ce compteur sont bien ceux qui ont voulu m'assassiner. » Colette reparaissait avec la boîte de son père. Elle contenait plusieurs outils à l'aide desquels, rapidement, le détective démonta le compteur tout en ayant soin de laisser la canalisation branchée sur le tuyau d'arrivée. « Je m'arrangerai avec la compagnie, fit-il, car il ne faut pas que cette bonne Marie-Jeanne manque de gaz. » Après avoir placé le compteur sur son épaule, il quitta la cave, suivi par Colette, Jacques et Marie-Jeanne, qui avaient eu soin de reprendre la boîte à outils. Il gagna aussitôt son laboratoire, déposa le compteur sur une table, et avec une certaine dextérité remarquable, il dévissa les écrous qui maintenaient la paroi intérieure. « Vous voyez que j'avais raison, » fit-il en désignant à sa fille et au journaliste l'intérieur du compteur où Luckner avait déposé une bombe et la pendulette. Et tout en désignant l'aiguille d'arrêt, il ajouta « Je ne me suis pas trompé, Belphégor avait bien décidé de nous faire sauter à 22 heures. » Colette, en un geste instinctif, saisit la main de Jacques. Son père reprenait en souriant. « Très ingénieux, ce petit appareil. » Et avec un calme étonnant, en même temps qu'une merveilleuse adresse, il commença à enlever à l'aide d'une pince les fils qui relient la pendulette à la bombe. Tandis qu'il achevait son délicat travail, Colette reprenait. « Oh, nous l'avons échappé belle !» Jacques s'écriait. « Tout est bien qui finit bien, nous n'avons plus qu'à attendre la visite du baron Papillon. »« Ah, le baron Papillon !» lança Shancock. « J'ai dans l'idée que nous ne le verrons pas ce soir. »« Pourquoi ?» firent simultanément les deux jeunes gens. Shancock ne répondit pas à leurs questions. Et comme s'il poursuivait uniquement sa pensée, il martela. « Mais demain, il faudra bien qu'il me livre son secret. »